Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. En effet, nous allons parler de la couleur, sous cet intitulé de la couleur libérée, une vraie révolution, point d'interrogation. Et pour rentrer tout de suite dans une forme de réponse qui va être une forme de réponse interrogative, on va aller chercher une magnifique citation de Charles Baudelaire, pas besoin de vous le présenter, qu'il a produite dans un ouvrage qui s'appelle Le Salon de 1846. Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait qu'une seule, en quelque sorte, entité de possibilité d'exposition pour les artistes, c'était le Salon. Et il y écrit dedans que la couleur joue un rôle très important dans l'art moderne, quoi d'étonnant. Alors, en effet, quoi d'étonnant. Mais en même temps, il faut bien avoir à l'esprit que cette couleur, ce qui va être le propos de mon exercice, c'est de montrer qu'elle s'est libérée des contraintes du sujet. C'est ce qui fait la marque de ce qu'on a appelé, une des marques de ce qu'on a appelé la modernité, voire la post-modernité, mais je me contenterai de la modernité. La modernité, effectivement, parce que la couleur a gagné en quelque sorte son autonomie au fil du temps. Et donc c'est à travers un parcours qui va croiser un certain nombre de scansions de l'histoire de l'art, notamment à travers des entités de groupes d'artistes, comme on les connaît, réunis sous des labels, que ce soit le cubisme, l'expressionnisme, etc. Donc le propos, c'est de faire valoir qu'effectivement cette couleur, elle joue un rôle déterminant dans une histoire de la modernité, voire de la post-modernité, comme l'on dit. Donc dans ces affaires-là, il y a toujours une période d'antériorité. Alors, évidemment, je fais des choix, parce que sinon, on serait là pendant des heures et des heures et des heures. Donc, je vais tout de suite vous proposer de faire appel à Van Gogh. Parce que voilà un tableau qui est très puissant, daté de 1890, qui est intitulé Église d'Auvers, et qui est un tableau, effectivement, tout à fait intéressant, parce que il y pose vraiment la question de la libération de la couleur par rapport au sujet, au sens où ce ciel d'un bleu si intense est quand même très forcé, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours d'aller chercher la parole de l'artiste quand c'est le cas. Et justement, il parle de ce tableau, Van Gogh, et il dit « où le bâtiment paraît violacé contre un ciel d'un bleu profond et simple, de cobalt pur. Les fenêtres à vitraux paraissent comme des taches bleues outre-mer. Le toit est violet et en partie orangé. Sur l'avant-plan, un peu de verdure fleurie et du sable ensoleillé rose. » Alors, peut-être que toutes ces teintes ne sont pas exactement fidèles à l'image projetée. Ça, c'est une grande problématique des reproductions. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre la mesure, à travers ce tableau, comment Van Gogh lui-même parle de la couleur. Et c'est vrai que ce qui est vraiment le point d'orgue par rapport à la couleur de ce tableau, c'est comment le bleu cobalt de ce ciel est rentré à l'intérieur de ce bâtiment, de cette église, puisque vous voyez que les vitraux deviennent eux-mêmes dans cette résonance chromatique. Où on va convoquer Monet, parce que si le tableau de Van Gogh s'appelle l'Église d'Auvers, 1890, cette série de cathédrales de Rouen que l'on connaît, que vous connaissez, je n'en doute point, elle est particulièrement intéressante parce que Monet y introduit, dans le titre même, et c'est Monet qui l'a introduit, c'est pas les historiens, comme ça se trouve parfois parce que les titres évoluent, mais là c'est vraiment Monet, il a introduit cette formule harmonie bleue. C'est-à-dire que
sans être du tout un monochrome. Il y a quand même une indication là d'un désir d'une harmonie générale dans cette couleur-là. Et toute la série des cathédrales, il y a, je crois, une trentaine de tableaux de mémoire, joue justement sur des différentes valeurs. Donc voilà comment la couleur va, en effet, petit à petit prendre son autonomie par rapport au sujet. C'est la grande question de la fin du XIXe siècle. Est-ce qu'il va y avoir un moment où la couleur ne va plus être utilisée que pour elle-même? Mais là, on va regarder un peu comment ça se passe. Alors, dans cette période-là, il est impossible de faire l'économie du tableau de Gauguin, qui s'appelle le Christ jaune. C'est déjà une posture très importante que de vraiment colorier, en quelque sorte, la figure christique. Ça n'a pas échappé à beaucoup de critiques d'art de l'époque, et notamment quelqu'un qui voyait dans ce tableau un mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil. Donc un tableau très important qui vient effectivement marquer un point supplémentaire dans ce qui sera la libération de la couleur par rapport au sujet. À cet ordre-là, il faut absolument mentionner le nom de Paul Sérusier. École de Pont-Aven, vous devez connaître évidemment cette phase de l'histoire de l'art de la fin du XIXe qui s'est déroulée dans ce petit village de Bretagne où Gauguin était allé chercher justement quelque chose, une sorte de élémentarisme, si je puis dire, par rapport à une culture qui est très forte. Et il a été suivi d'artistes. Et Paul Sérusier va réaliser sur le couvercle d'une boîte de cigares, donc c'est un petit format, une pièce qui est très importante et qui s'appelle le talisman. Ne serait-ce que le titre du tableau est déjà une indication de la spécificité, je dirais, avec laquelle il faut évidemment regarder ce tableau, qui représente irrésistiblement un paysage. On voit un cours d'eau, des reflets, des arbres, mais tout cela étant traité d'une manière qui n'est plus dans une veine réaliste, mais au contraire qui accorde à la couleur une sorte de privilège par des plages qui constituent comme un tableau presque à la lisière de l'abstraction. À la lisière de l'abstraction, c'est encore le cas de Maurice Denis. Dans ce tableau très important de 1890, vous voyez, nous sommes à la fin donc, de ce 19e siècle, Maurice Denis qui a joué un rôle aussi très important au regard de cette quête, en quelque sorte, de libération du sujet, ne plus être contraint par lui. Alors, et ce tableau absolument étonnant, très contemporain, je dirais presque, daté quand même de 1890, tache de soleil sur la terrasse. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que ça décrit bien l'événement physique, si vous voulez, qui est représenté ici. Alors, Maurice Denis, c'est certainement la figure majeure d'une pensée esthétique à la fin de ce 19e siècle, dans un texte resté culte de août 90, dans la revue Art et Critique, parce qu'il y a lâché une phrase définitive. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, donc référence à toute une iconographie, on va dire, du passé, est essentiellement
donc ça fait l'essence même d'un tableau, une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Donc la formule est très forte, elle est très puissante, elle est définitive. J'aurais dû la mettre sous vos yeux pendant que je la lisais, je n'avais pas fait attention. Et elle est effectivement un instant très important du discours critique sur la question du tableau. Dans cette manière de vouloir libérer la couleur des contraintes du sujet. Ce qui est intéressant à relever, c'est que dans cette période de la fin de ce XIXe siècle, on trouve un individu qui va réaliser une pièce, on va dire aussi une œuvre, mais qu'il appelle un album primo-avrilesque. Nous sommes en 1897, il s'agit d'Alphonse Allais. Alphonse Allais, qui est connu aussi pour ses écrits, mais qui justement fait paraître en 1897 cet album primo-avrilesque, comme il l'appelle, dans lequel il va faire acte pionnier de la question du monochrome, sur un mode ludique, sur un mode pas caricatural, mais oui, ludique, je crois que c'est le mot. Comme vous voyez ici, récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge, mais il introduit une problématique dans le champ de la création contemporaine qui est celle du monochrome pur. Et il développe cela, je vous en ai mis 4, je crois, pour le plaisir des yeux et de la connaissance. Par exemple ici, stupeur de jeunes recrues, apercevant pour la première fois ton azur, ô Méditerranée. Ce sont là, on est en 97, les premiers actes monochromiques de l'histoire de l'art. Alors, ce ne sont pas des peintures à proprement parler, mais ils posent quand même d'une manière très forte la question de la monochromie, même si celle-ci est un petit peu abîmée par je ne sais quel traitement informatique, mais c'est pas grave. Des souteneurs, encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe, boivent de l'absinthe. Ah, l'absinthe, c'était une boisson très chérie de cette période. Donc voilà, poser un certain nombre d'éléments qui, effectivement, vont animer, en quelque sorte, la réflexion esthétique tout au cours du XXe siècle. Et le propos va être de faire valoir comment la couleur a petit à petit gagné son autonomie. Alors, on va passer comme cela d'un mouvement à un autre, parce qu'il est très important d'en prendre la mesure, je dirais, chronologique, pour apprécier d'autant plus le processus dans lequel cela a pu se réaliser. Le fauvisme est un mouvement qui est advenu en 1905 au Salon d'automne, et c'est un mouvement qui est très important dans cette problématique de la libération de la couleur par rapport au sujet. Henri Matisse en est une des figures porteuses, avec un tableau culte qui s'appelle « La joie de vivre ». Et ce qui est intéressant, c'est comment cette peinture, à ce salon d'automne de 1905, qui donc présente une salle dans laquelle se trouve toute une série de jeunes artistes, comme par exemple Maurice de Vlaminck, avec ce portrait d'André Derain. Ils avaient fait beaucoup de portraits réciproques, mais vous le voyez, il n'y a plus véritablement de soucis, entre guillemets, naturalistes, parce qu'évidemment, le visage de Maurice de Vlaminck, même s'il devait aimer
voire de temps en temps, n'est pas à ce point identique. En tout cas, la couleur va prendre le dessus, va complètement immerger les différents motifs de peinture, puisqu'on a le portrait de Rhin, voilà un tableau d'André de Rhin. André de Rhin, l'Estac, quartier de Marseille, et c'est effectivement, notamment dans cette région qui est sous le soleil, que cette aventure du fauvisme a connu certainement ses instants les plus puissants, les plus extrêmes, on va dire. En tout cas, ce qui est important, c'est que avec le fauvisme, la couleur commence à se libérer dans sa fonction représentative. Des arbres comme cela, enfin, tout ce qui est ici décrit, vous ne le voyez pas dans le monde de la réalité. Cette exposition de 1905 a été très importante et il y a un auteur, un critique d'art qui s'appelle Louis Vaucel qui s'est exclamé suite à une situation qui était que cette peinture fauve, comme on l'appelle, va se trouver placée dans une salle avec au milieu une sculpture un peu classique et qui est un peu de l'école du sculpteur italien du passé, Donatello, et ce critique va s'exprimer en notant dans son article « Donatello parmi les fauves », d'où le néologisme de fauvisme. Alors cette période est très importante parce qu'elle va acter en effet une forme de libération de la couleur par rapport au sujet. Et ça va notamment être encore porté par Matisse dans des propositions qui, si elles ne sont pas monochromes, comme vous le voyez, emploient la couleur de manière très importante dans la surface du tableau. Comme ici, dans la série qu'il intitule « La danse », où, somme toute, 3 tons sont utilisés, le bleu, le vert et on va dire le jaune ou l'orangé, comme par exemple ici. Nous sommes là en 1910 et nous sommes vraiment à un moment clé d'une histoire de la couleur et de la libération de la couleur par rapport au sujet, encore un tableau ici de Matisse, qui va trouver aussi un écho dans une autre forme d'expression esthétique qui va être notamment portée par la scène allemande. Et c'est l'avènement de l'expressionnisme, comme on l'a appelé. Et ceci va se traduire par une sorte de liberté que les artistes vont prendre dans le traitement de leur sujet. À savoir, par exemple, le travail que développe Ernst Ludwig Kirchner au sein de ce mouvement qui va s'appeler dit Brücke, le pont, 1905, et qui marque bien justement cette volonté de briser en quelque sorte, de sauter un pas dans une histoire de la libération de la couleur par rapport au sujet. J'attire toujours l'attention quand je montre cette peinture de Marcella de Kirchner de 1910 sur la façon dont il a représenté le rouge à ongles de la main qui est posé sur la cuisse de la jeune fille, et vous voyez qu'il étire totalement la touche. Il ne se contente pas de cerner l'ongle. Donc on est là dans une manière effectivement d'exploiter la couleur, comme on va le trouver par exemple chez Eric Heckel, dans une sorte de liberté totale par rapport aux contraintes du sujet, par rapport donc à des contraintes de figuration. Ce qui annonce très clairement qu'adviendra un moment où le sujet disparaîtra totalement au bénéfice d'un emploi de la couleur pour elle-même.
dans ce registre de ce premier groupe d'artistes, on trouve par exemple un artiste tout à fait passionnant et qui va très loin dans la manière de traiter la couleur par rapport au sujet, c'est Carl Schmidt-Rottluff. Vous voyez comment, finalement, le dessin, il est donné dans la couleur. Là, c'est un débat aussi très important qui est en jeu, c'est ce rapport entre le dessin et la couleur, avec ce souvenir que le dessin servait, dans le passé, à contenir la couleur, dans le cadre même du contour des lignes du dessin. Donc Carl Schmidt-Rottluff, ici, toujours dans ce premier groupe qui s'appelle Die Brücke, le pont, donc, Emil Nolde, cette danse autour du veau d'or de 1910. Dans cette mesure que l'histoire a retenue sous le nom d'expressionnisme, dans un contrepoint irrésistible, évidemment, avec ce qui était arrivé avec l'impressionnisme quelques 30 ans avant. On trouve un groupe d'artistes, un petit groupe d'artistes qui est porté par Vassili Kandinsky. Kandinsky qui va être, dans cette histoire très dense du début du XXe siècle, l'initiateur d'une forme d'art qui, elle, va se passer du sujet. Et alors, quand on se passe du sujet, il ne reste plus que des formes et des couleurs, qui ne réfèrent plus au réel. Vous avez là une œuvre qui est très importante dans l'histoire de l'art, puisqu'elle ouvre vraiment un nouveau chapitre de cette histoire de l'art qui a déjà quand même plusieurs siècles, c'est celle de l'abstraction absolue. Et qui est d'ailleurs intéressante, née cette abstraction dans la liquidité d'une aquarelle. C'est pas le titre qu'a donné Kandinsky, mais c'est le titre qu'on a donné à cette œuvre, donc première aquarelle abstraite, qui se passe complètement de référent au réel, figuré, comme dans les temps antérieurs on pouvait l'entendre, ce qui ne supprime pas la possibilité du réel, bien entendu, mais ouvre, je dis bien, un nouveau chapitre, ouvre une nouvelle voie. Et Kandinsky, dans cette manière-là, va évidemment développer aussi cela sur le plan de la peinture, jouant avec des éléments plastiques, soit dessinés, soit colorés. Vous voyez ici, par exemple, cette composition avec l'arc noir. Vous voyez cet arc qui vient, en quelque sorte, dans sa composition, faire le lien entre les trois plages bleues, violacées et rouges, qui sont dominantes, qui les articulent entre elles. Kandinsky va effectivement être l'initiateur, vous le savez, de la forme abstraite, parce qu'elle lui est arrivée à l'esprit la possibilité de se dispenser totalement du sujet. Un matin, en rentrant à l'atelier, après que quelqu'un ait fait le ménage, et qu'il voit un tableau sur le mur de l'atelier, dans son atelier, qu'il ne reconnaît pas du tout. Mais du tout. On est en 1903, il est totalement décontenancé pour s'apercevoir relativement rapidement que la personne qui avait fait le ménage de l'atelier avait repositionné le tableau qu'il était en train de travailler à l'envers. Et c'est là où Kandinsky va avoir vraiment conscience que, il le dit, le sujet nuit à la peinture. Et il va s'engager dans une aventure totalement abstraite dans ce groupe qui appartient à l'expressionnisme de cette époque, début des années 10, et qu'on appelle le Blaureiter, le cavalier bleu. Alors, il est le seul, enfin pas le seul vraiment,
mais dans ce groupe à vraiment ouvrir ces portes de l'abstraction. Le groupe, lui, il est constitué de quelques autres artistes, et pour retenir les plus remarquables, je choisirais volontiers Franz Marc, qui traite beaucoup de scènes qui sont avec des motifs de chevaux, d'animaux, mais on prend vite la mesure que le sujet lui-même n'est qu'un prétexte à constituer une composition de tons très colorés, comme ici avec ces grands chevaux bleus. Et on trouve dans ce groupe Der Blaue Reiter, le cavalier bleu, qu'a initié Kandinsky, on trouve un artiste qui vient lui aussi de Russie, Alexei von Javlinsky, et qui va nous donner des tableaux où effectivement la couleur prime sur le sujet, prime sur le motif. À preuve, cette tête de femme, ou bien encore ce paysage intitulé Solitude. Avec cette période des années fin de la première décennie, début des années 10, et ces deux instances de groupes d'artistes, le Blaureiter et le Die Brücke d'abord et Blaureiter après, eh bien, ont été posés un certain nombre d'éléments qui vont contribuer à gagner une forme d'abstraction absolue. Dans le même temps, on ne peut pas non plus ne pas mentionner l'aventure qui se développe en Italie sous ce mot de futurisme. Parce que, là aussi, on va le mesurer à travers quelques, juste 2-3 images, parce que ça n'est pas le cas de tous les artistes, que effectivement ils accordent à la couleur une primauté sur le sujet. C'est ça qui est important à considérer, cette façon dont effectivement la couleur prend le pas sur la forme, on pourrait dire, ou sur le sujet pour être plus précis. Par exemple, vous avez cette peinture absolument étonnante de 1911 qui s'appelle La Révolte. Donc, allusion à un élément de manifestation qui a lieu, une manifestation anarchiste. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le peintre Luigi Russolo, va traduire cette situation. Et c'est par un jeu, évidemment, du potentiel, je dirais, expressif de la couleur, qu'il va atteindre cette mesure, avec aussi toute une construction, vous voyez, d'angles qui sont aigus et puis qui s'ouvrent de plus en plus vers l'obtus pour marquer la dynamique de la foule qui, sur le côté, vous voyez, en bleu, renverse complètement la ville. Chez les futuristes, on va trouver un autre cas tout à fait intéressant qui est la figure de Giacomo Balla. Et Giacomo Balla, lui, il était assez féru de tout ce qui touchait à la question, je dirais, très élargie de l'astronomie. Et il réalise notamment une œuvre en 1914 qui est très importante, qui s'appelle « Mercure passe devant le Soleil vu au télescope ». Et vous le voyez, il nous en propose une image qui cède à la forme abstraite et confère à la couleur une dynamique complètement singulière et puissante, dans cette manière de quêter, en quelque sorte, un espace infini. Le même Balla développe toute une série, sous un intitulé un peu spécieux, « Compénétration iridescente ». Donc, il parle de la couleur, évidemment, et comme vous pouvez peut-être le percevoir, l'image à l'écran, là, je ne le vois pas, mais vous voyez, il travaille même le cadre. Le cadre n'est pas un cadre rectangulaire, mais il est fait d'éléments qui se
qui sont en forme d'épi, on va dire, et qui redondent avec l'image à l'intérieur. Donc on est là avec tout un travail d'abstraction et qui, évidemment, en appelle à la couleur, qui est à mettre en écho avec le monde de la musique. Parce que ce qui fascine les artistes de cette période, c'est que la musique, elle se passe du réel. C'est une forme totalement abstraite, la musique. Il y a eu des musiques concrètes, mais ça a été par la suite, si je puis dire. Donc, ils sont très intéressés, tous ces artistes, à la façon dont la musique est libre. Et ce que nous avons déjà perçu ici de cette liberté va évidemment aller en se confirmant par la suite. Alors, par la suite, c'est faire appel à toutes ces avant-gardes qui sont dans les années 10. On est vraiment dans une période absolument passionnante. On va dire les 25 premières années du XXe siècle, il y a un monde de révolution esthétique qui s'opère. On a déjà traversé 2 ou 3, là, le fauvisme, on a traversé les avant-gardes expressionnistes, on vient de voir le futurisme. Ce sont là autant d'éléments qui participent à cette libération de la couleur par rapport au sujet. Par exemple, on va découvrir ici une exposition qui a lieu à Pétrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg aujourd'hui, mais à l'époque Pétrograd, en 1915. C'est une exposition absolument capitale dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la couleur et de l'abstraction. En quoi ? Eh bien, cette exposition, elle va notamment révéler la recherche que fait Kazimir Malevich. Kazimir Malevich, c'est une figure magistrale et capitale de l'histoire de l'art, parce qu'il quête après une forme esthétique qu'il va baptiser lui-même du nom de suprématisme. C'est un personnage un peu extrême, on pourrait dire, qui a laissé des textes très importants et qui avait pour objectif, comme il l'a écrit, il faut construire dans le temps et l'espace un système qui ne dépende d'aucune beauté, d'aucune émotion, d'aucun état d'esprit esthétique, et qui soit plutôt le système philosophique de la couleur où se trouvent réalisés les nouveaux progrès de nos représentations en tant que connaissance. Alors, le travail que va développer Malevich dans une forme de quête d'une 4e dimension, c'est un travail qu'il va baptiser du nom de suprématisme, en réalisant toute une série de compositions dans ces années 10 qui sont comme des éléments en navigation dans l'espace, donc libérés de toute contrainte pour le moins. Et il va multiplier ses recherches pour aboutir à tout un ensemble de travaux qu'il va qualifier de peinture suprématiste, jusqu'à, évidemment, le point d'orgue de cette aventure, qui est le carré blanc sur fond blanc. Donc, c'est une sorte de forme extrême, avec, sur le plan formel, le carré, la perfection, et sur le plan de la couleur, le blanc, l'immaculé. Ce carré blanc sur fond blanc, qui est conservé au MoMA à New York, c'est vraiment toute une aventure mentale, spirituelle, intellectuelle que mène Malevich dans des textes qui sont absolument, je dirais presque transcendantaux. Ce carré blanc sur fond blanc en est une espèce de forme, non pas degré zéro, au contraire, une forme aboutie,
à partir duquel d'autres choses seront à construire. J'ai percé l'abat-jour bleu des restrictions des couleurs. J'ai débouché dans le blanc. Camarades aviateurs, voguez à ma suite dans l'abîme, car j'ai érigé les sémaphores du suprématisme. J'ai vaincu la doublure bleue du ciel, je l'ai arrachée, j'ai placé la couleur à l'intérieur de la poche, ainsi formée, et j'ai fait un nœud, vogué, devant nous s'étend l'abîme blanc et libre, devant nous s'étend l'infini. Donc il faut vraiment bien prendre la mesure que ce sont des quêtes à la fois esthétiques et philosophiques que mènent un certain nombre d'artistes, comme c'est le cas de Malevich, comme on pourrait aussi le dire de cet autre artiste tout à fait déterminant et qui s'appelle Alexandre Rodchenko. Alexandre Rodchenko qui va présenter en 1921 un triptyque de toiles monochromes, chacun avec une couleur primaire, couleur rouge pure, couleur jaune pure, couleur bleue pure, couleur jaune pure, et va développer, alors on peut les voir individuellement, donc vous voyez que là, on est avec, évidemment, il faudrait voir tout le parcours de Rodchenko pour en prendre la mesure de l'avènement en 1921 de cet ensemble de peintures monochromes. Ça ne procède pas d'une espèce de caprice intellectuel soudain. C'est tout un parcours, mais là, il faudrait que ce soit une conférence sur Rodchenko. Moi, là, je suis évidemment un peu frustré quand je présente ce travail, parce qu'on se dit que, voilà, il faudrait avoir tellement d'éléments antérieurs pour montrer le processus dans lequel s'inscrit la démarche de cet artiste. Je serai un peu moins frustré en vous parlant, dans cette période des années 10, de Mondrian. Mondrian, donc, on est en Hollande. L'œuvre de Mondrian est un exemple, justement, d'évolution de la pensée d'un artiste vers une abstraction résolue. Et avec simplement ces deux images sur des sujets narratifs, on va dire, à savoir l'arbre rouge et le pommier fleuri, que Kandinsky, dans un processus qui a pris presque une vingtaine d'années et qui relève d'une forme de décantation du motif pour atteindre quelque chose d'un point extrême qui va se résoudre chez lui à l'emploi quasiment exclusif des couleurs primaires, et encore on n'y est pas complètement avec cette œuvre, et des lignes horizontales et verticales. Alors on peut penser que d'aucuns pourraient penser que c'est une réduction. Non, c'est plutôt aller chercher, comme le disait Rabelais, la substantifique moelle, c'est-à-dire l'essence même de ce qu'est la peinture. Et le travail de Mondrian, au fil du temps, évidemment, s'est inscrit dans une quête radicale où il ne va plus, pendant un certain nombre de temps, exploiter que les capacités plastiques du vertical, de l'horizontal et des trois couleurs rouge, jaune et bleu, et les décliner comme finalement un musicien va décliner X et X compositions sur un vocabulaire de base relativement limité. Donc on est dans une relation avec les moyens plastiques de la peinture qui sont relativement limités, mais qui, quand on les combine, quand on les joue, je dirais presque, eh bien, peuvent permettre d'atteindre
une certaine rigueur. Et ce qui est intéressant dans le développement du travail de Mondrian, c'est comment, à un moment, la couleur a envahi les lignes. On est à la fin quasiment, puisqu'il meurt en 1944. Mais vraiment, pour lui, le souci, c'était qu'il parvienne à une forme qui soit la plus grande pureté possible. Ça, c'est vraiment un objectif chez lui, et donc il ne cessera toute sa vie d'épurer cette pureté pour donner la preuve, finalement, que la beauté est une valeur morale. Évidemment, si l'on va du côté des surréalistes, on va trouver un autre monde. On va trouver un autre monde, et la couleur va servir, chez certains d'entre eux, à des éclatements formels qui vont tutoyer aussi cet espace propre au surréalisme qu'est l'espace du rêve. Dans cette qualité-là, Miro a développé un travail tout à fait intéressant et parfois jusqu'à des extrêmes qui sont ce tableau. Ceci est la couleur de mes rêves. Donc là, on est effectivement dans une posture qui est très spécifique et qui ne caractérise pas toute la trajectoire non plus de Miro. Dans cette période surréaliste, évidemment, on ne peut pas ne pas manquer de citer Salvador Dali dans cette façon d'utiliser surtout la couleur dans des espaces sans bornes, des espaces infinis dans lesquels il va faire apparaître un certain nombre de figures qui tiennent au monde onirique. Ainsi aussi chez Max Ernst, par exemple, où la couleur vient épauler le côté ici inquiétant, voire peut-être monstrueux, d'une figure qui est une figure de rêve ou de cauchemar. Dans cette qualité-là aussi, il était impossible de ne pas montrer le travail de Yves Tanguy, un artiste qu'on connaît moins dans la veine surréaliste et qui nous a laissé des tableaux tout à fait étonnants dans leur configuration spatiale et chromatique, évidemment, comme ce tableau d'ivisibilité infinie qui finalement est une scène d'atelier en quelque sorte. Donc, vous le voyez, la couleur, c'est un objet, je dirais, qui est d'autant plus passionnant qu'à travers un certain nombre de séquences de groupes d'artistes ou de mouvements esthétiques, a permis de faire que la peinture gagne de nouveaux possibles, de nouveaux champs d'exercice. Ce qui va se traduire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'avènement d'un certain nombre de propositions esthétiques qui sont très diverses les unes des autres, mais où la couleur va être le fer de lance, si je puis dire, de la création de certains artistes. Par exemple, Jackson Pollock, que l'on retrouve donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui est cette figure américaine plus que célèbre, bien sûr, et qui va créer un système de peinture, lui aussi très singulier, puisqu'il va travailler dans une espèce de chorégraphie au-dessus de sa toile placée au sol, et laisser filer la peinture soit du bout du pinceau, par des grands mouvements, des grands gestes, ou bien même contenue dans une boîte métallique percée, et laissant la peinture goûter à travers l'orifice. Donc on est là avec une volonté irrépressible de libérer la peinture de toutes les contraintes d'un sujet quelconque dans toute une série de tableaux qui vont mettre en exergue
la question de la gestualité, donc du geste de l'artiste. Très important dans cette période d'après-guerre qui est notamment dominée par un certain nombre de figures très majeures de l'histoire de l'art, et notamment à partir de certaines figures américaines et aussi féminines, comme par exemple la figure de Joan Mitchell, même si Joan Mitchell aura fait quasiment la moitié de sa carrière en France, restant en France jusqu'à la fin de sa vie. Mais on est là justement dans une peinture qui a exclu le motif figuré pour exprimer de la manière la plus libre qui soit des sentiments intérieurs par des gestes qui sont plus ou moins sereins, plus ou moins doux, par des taches, par des couleurs, évidemment. Voyez par exemple ce tableau de Joan Mitchell des années de 1960, très différent de celui qui est ici, avec d'ailleurs un titre qui renvoie à un référent qui est, lui, figuratif. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, et là on est en 72 avec cet artiste qui vit à la campagne à l'ouest de Paris, à la lisière de la Normandie, à Véteuil très précisément, et qui évidemment va se nourrir beaucoup de l'espace dans lequel elle se trouve, et nous développer toute une œuvre de chants colorés, mais je dirais chants avec les deux graphies, aussi bien CHAMPS que CHANTS, pour libérer la peinture de toute connotation trop spécifique. Et cela, on le voit aussi chez un artiste comme Marc Roscoe, qui joue beaucoup de cette relation de la couleur et de la peinture avec la musique, puisque le vocabulaire qu'utilisent ces artistes renvoie beaucoup à des questions d'accords, d'harmonie, de dissonance, de rythme, de composition. Donc c'est vraiment tout un vocabulaire qui est très fraternel avec celui de la musique. Parce que la musique est un ordre esthétique qui est libre, qui ne s'appuie pas sur une représentation du réel. Et ce qui est intéressant chez Marc Roscoe, c'est comment il joue beaucoup de la dimension de la vibration de la couleur. Et qui dit vibration laisse entendre une question de sonorité. Donc vous voyez, on a là des propositions, notamment avec cette forme qui est l'expressionnisme abstrait, ou bien qu'on a appelé aussi le color field. On a des connexions vraiment assez directes avec le monde de la musique. Mais la couleur reste aussi l'apanage de certains autres mouvements qui animent la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment les années 50-60, comme par exemple lorsqu'on voit à quel point elle est prégnante chez un artiste comme Andy Warhol, qui lui invente en plus des modalités d'exécution de la peinture à partir d'un objet qui est un cadre sérigraphique qui lui permet de multiplier le motif de base, qui est un motif graphique, donc dessiné, donc la figure, les traits génériques de la figure de Marilyn Monroe, mais va, avec la couleur, la faire chanter, je dirais, de mille et une manières, qu'il s'agisse de Marilyn Monroe ou qu'il s'agisse de Mao Zedong. Mais les figures de ces héros, on peut les appeler comme ça, je crois, l'une comme l'autre, en fait, passent au deuxième plan. Ce qui est dans
un cas comme dans l'autre, ce qui prime, c'est la liberté de la couleur. Et cette liberté de la couleur, eh bien, elle va elle va résonner encore dans un mouvement qui est l'art minimal, où un certain nombre d'artistes vont exploiter cette mesure chromatique, mais pour elle-même, et exclusivement pour elle-même, comme c'est le cas, par exemple, de Ellsworth Kelly, figure majeure de la scène américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui nous donne, dès les années 50, comme vous le voyez ici, une œuvre qui se propose sous le titre « Spectre des couleurs organisées aléatoirement ». Donc là, on est vraiment dans une espèce de composition ludique, mais livrée à l'aléatoire, ou bien encore ce tableau tout à fait passionnant, monochrome. Vous voyez, cette question du monochrome, elle va évidemment ressurgir et préoccuper beaucoup d'artistes. Ici, il faut dire une chose importante, c'est qu'en fait, ce tableau, il le fait suite à une visite à Giverny, au pays de Monet. Alors qu'à l'époque, la propriété n'est pas ouverte au public. Hein. Mais il avait besoin d'aller voir le site où Monet avait travaillé pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et ce tableau est directement instruit de cette expérience. Le même Ellsworth Kelly va donc par la suite développer, non pas dans un écho, voilà exactement le mot, dans un écho aux problématiques qu'avait abordé Rodchenko, avec Rodchenko avec les tableaux avec les trois couleurs primaires. Eh bien, lui, il va développer cela, mais le développer aussi en conjuguant des formes différentes. Donc, on est là avec un artiste très important qu'on ne connaît pas toujours très bien et qui est pourtant un immense artiste américain qui a vraiment développé une œuvre en même temps qui est très sonore, très musicale, je dirais. Ce côté minimal, il est aussi très intéressant à aller chercher du côté d'un artiste qui ne va plus utiliser le médium pigment, mais le médium lumière. Et c'est là où on va entrer dans toute une série de propositions qui sont aussi intéressantes parce que elles en appellent à des matérialités différentes de celles que l'histoire de l'art avait portées jusqu'alors. Donc, Dan Flavin va utiliser très tôt, on est en 63, le tube de néon. Alors, dans des situations architectoniques, qui est une occupation d'un espace où seule son œuvre est l'élément lumineux. Comme par exemple ici, avec une progression d'un élément à gauche, 2 au milieu et 3 sur les côtés, donc une évolution évidemment de la masse lumineuse. Ou bien jouer avec des éléments de néon colorés, comme il va le développer par la suite dans toutes sortes d'installations, qui sont des installations où effectivement la perception qu'on a à ce moment-là des différents ingrédients, la lumière et la couleur, sont matériellement proposés par des mises en espace tout à fait singulières. Bien ici, par exemple, dans un hommage qu'il rend à un autre artiste qui s'appelle Donald Judd, mais qui n'utilise pas la couleur, lui par contre, très peu, vient ici faire toute une installation. Alors, on est là dans un moment aussi qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire
toute une réflexion sur la phénoménologie de la perception. Le mot est savant, sans être plus savant que ça, si on le coupe en deux. Logie, étude, phénomène, étude des phénomènes, la phénoménologie, voilà. Et puis c'est terminé, c'est très simple. La phénoménologie de la perception, c'est-à-dire l'étude des phénomènes de la perception. Comment on va réagir, comment l'œil va réagir, comment le corps va réagir face à certaines données. Donc, c'est vraiment des propositions qui sont évidemment très inédites dans le champ de l'art contemporain. Dans ces périodes-là, on va croiser un mouvement qui éclot dans les années 50, mais qui va trouver son acmé, comme on dit savamment, en 1960, dans un acte théorique signé par Pierre Restany, le nouveau réalisme. Le nouveau réalisme, c'est un mouvement qui rassemble des artistes assez divers et qui est surtout, par rapport à notre propos, porté par une figure majeure qui s'appelle Yves Klein. Yves Klein, il va notamment développer un travail très puissant de réflexion sur la monochromie. Sans faire, ça me prendrait beaucoup de temps, sans m'attarder trop sur la figure même de Yves Klein, mais c'est quelqu'un qui a pratiqué le judo, ça n'est pas privé de signification, et donc qui était en quête d'une forme, on peut le dire, de spiritualité par la peinture. Et c'est le monochrome qui lui a donné cette ouverture-là. Alors un monochrome que vous connaissez, je suppose, parce qu'on connaît les bleus de Yves Klein, on ne sait pas toujours qu'au début, eh bien, il y a toutes sortes de propositions monochromes. Ce que vous voyez à l'écran est très intéressant. C'est une carte postale recouverte de peinture violette, donc carte postale monochrome des années 50. En fait, quand il enseignait le judo, dans la salle, il disposait des cartes postales monochromes pour inviter les élèves à se concentrer, à ne pas se disperser. Donc c'est aussi comme ça que lui-même, il est arrivé à un moment, après avoir traversé un certain nombre d'exercices, je veux dire, avoir fait un certain nombre de travaux, de couleurs monochromes différentes, s'est lui-même rendu compte que c'était encore beaucoup trop dans la dispersion et que ça ne permettait pas à l'esprit de se concentrer sur le sujet. D'où le choix du monochrome bleu, le IKB, International Klein Blue, qu'il a déposé comme un produit industriel. Ici une vue de la première exposition à la Galerie Apollinaire de Milan de Yves Klein, où là, il n'y a plus que des monochromes de la même taille, du même bleu, pour que l'esprit soit complètement imprégné de cet espace-là. Car, somme toute, un tableau, ça crée un espace. Alors, par la suite, vous le savez sans doute, il y a ajouté un élément très important qui est l'éponge, mais une éponge naturelle, pour sa capacité justement à l'absorption. Alors, dans une qualité un peu plus générale et un peu plus élargie, qui va toucher des problématiques abstraites, portant sur le geste, sur la lumière ou sur la matière, ou sur l'un et l'autre, ou sur les trois, j'ai réuni, pour avancer dans notre propos, un certain nombre d'artistes qui ont développé un travail très important sur la couleur, à savoir par exemple Soulages. Alors Soulages qui va, alors aujourd'hui si on parle de Soulages, à l'oreille de tout le monde qui le connaisse, on va dire c'est noir et blanc. Enfin c'est noir, pardon, c'est noir. Mais au départ,
Soulages joue encore avec des variations du bleu au noir. C'est un bleu assez fort, assez sombre, mais du bleu sombre. En tout cas, ce qui est important chez Soulages, c'est l'interaction entre le médium pictural, le pigment, la peinture, et la lumière. Donc c'est vraiment le souci d'arriver à opérer la corrélation entre les deux. Alors, en effet, au début, il a appelé une couleur, la couleur bleue, parce qu'elle lui permettait de mettre, et puis parce que c'est un long travail que d'avancer dans ce type de quête, pour finalement ne plus jouer que sur le noir, avec des épaisseurs qui sont différentes, parce que l'incidence de la lumière va jouer autrement selon cette quantité de matière. Donc le travail de Soulages est un travail extrêmement réfléchi, extrêmement élaboré, et j'ai mis ici une proposition, c'est celle des vitraux qu'il a réalisés à Sainte-Foy-de-Conques. Ils sont absolument sublimes. C'est un travail qui a duré pendant 4 ans, parce que le souci qu'il avait avec les spécialistes du verre, les industriels et les chimistes du verre avec lesquels il a travaillé, il voulait avoir un verre que la lumière puisse traverser, bien sûr, mais qui soit opaque d'un côté et lumineux de l'autre. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à Sainte-Foy-de-Conques dans le travail qu'il a réalisé. Ici, vous voyez, on ne voit rien, et tout on ne verra rien, mais c'est comme s'il y avait une espèce de butée, et en fait, de l'intérieur, si vous n'êtes pas allé encore à Sainte-Foy-de-Conques, il faut aller voir, c'est un travail totalement insensé, presque, on va dire, parce qu'il atteint quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, en fait. Alors, ce travail de la couleur pour elle-même, du geste, de la lumière ou de la matière, on va le trouver par exemple chez Nicolas de Staël, dans des configurations qui restent tout de même toujours un peu attachées au réel. Il suffirait simplement, en voyant ce tableau, de se dire que l'élément central, là, qui est vert, c'est éminemment la forme d'un arbre. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui allons chercher cela parce qu'on a besoin toujours de se raccrocher à quelque chose? En tout cas, Nicolas de Staël, un artiste capital, qui va développer toute une série de tableaux. Vous voyez ici, ciel à honfleurs, certes, mais en même temps, uniquement de la peinture. On peut mentionner ici aussi Serge Poliakoff, avec un tableau qui renverrait comme ça, dans cette idée de composition abstraite au trait, à une composition presque cubistique, sinon, enfin, justement pas cubiste, mais cubistique, avec presque des éléments qu'on aurait envie de nommer. Alors que Poliakoff est un artiste qui est totalement détaché de représentation du réel, même si le réel peut se trouver en amont dans son regard, dans sa pensée. Et puis il y a par exemple le chinois Zhao Wuqi, qui a fait toute sa carrière chez nous en France, et qui lui reste complètement dans un registre d'effluves, un registre d'irradiation, un registre de luminosité aussi de la peinture. Comme ici, cette peinture, Voie lactée, on est avec un travail de peinture gestuelle, comme le confirmerait ici encore cette œuvre de Zhao Wuqi, pour le citer. Un artiste que vous connaissez peut-être plus facile, enfin, ceci étant, tous ces artistes sont bien connus, comme je suppose que vous les connaissez aussi. J'ai retenu le travail de Claude Viala, parce que Claude Viala, le cas de Claude Viala est très intéressant dans le contexte de, vous le savez,
du mouvement, du groupe d'artistes qui s'appelle Support Surface, qui apparaît précisément en 70 et qui va rassembler une douzaine d'artistes sur des modalités très différentes, très très différentes. Mais je retiens Claude Viala parce que ce qui est intéressant dans l'histoire, l'aventure de création de Claude Viala, c'est cette forme qui le signe d'emblée et qui lui a été donnée par la peinture. Au sens où, si on regarde le travail de Viala, dans les années 65, enfin on va dire les années 60, on va voir un travail de peinture gestuelle, finalement assez classique, assez convenu, même pour l'époque. Et il vous racontera qu'il était en recherche de quelque chose qui soit différent d'une peinture entre guillemets abstraite. Et il travaillait à l'époque, il n'avait pas beaucoup de moyens, il travaillait avec une sorte de palette qu'il avait découpée dans une plaque de résine. Et quand il terminait de travailler le soir, il faisait tremper sa palette découpée dans un bain d'eau de Javel. Et un jour, il a trouvé sa palette rongée, le temps de passer la nuit, par cette eau de Javel. Et la forme, c'était une forme d'osselet. Et donc, il a conclu que son aventure de peintre, la peinture lui proposait une forme, et donc il a décidé de s'en maintenir à cette forme, et de la décliner au bénéfice de toutes les modalités chromatiques et formelles, et sur des supports les plus divers et variés. Et c'est ainsi qu'à partir de 70, il a même fait des travaux avec des principes de solarisation, donc recouvrant le tissu de toutes ces formes, mettant au soleil, et puis c'est le soleil, je dirais, qui bosse. Ou bien, vous voyez, dans cette manière de répétition. Donc en fait, si vous voulez, c'est un travail très intéressant qu'il a mis au point en 70, donc ça fait quand même aujourd'hui 54 ans si je compte vite, et qui est une œuvre absolument étonnante, parce que sur le plan des moyens techniques, enfin des moyens de base plutôt, c'est cette forme qu'il applique régulièrement et jouant de tous les supports possibles, comme on peut le voir ici, et comme vous pouvez le relever, aquarelle sur papier de soie, collection Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine. Ou bien ici, sur ce papier je crois que c'est une toile cirée, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, le travail de Viala est un travail tout à fait étonnant, puisque ça fait plus de 50 ans, bientôt 60, qu'il ne cesse de en appeler à la même forme et qu'il a eu aussi donné dans l'espace du vitrail. Où on va entrer maintenant, c'est dans tout un lot de propositions que j'ai mis sous le label Varia. C'est un beau nom latin que j'aime bien parce que c'est les naturalistes qui l'utilisent essentiellement lorsque il s'agit de qualifier des situations un peu spécifiques et singulières. Et donc, Varia, on va commencer avec cet artiste américain, James Turrell. James Turrell qui va réaliser un travail sur la couleur dans des modalités très singulières. Comme ici, par exemple, c'est un travail réalisé par projection sur un angle de mur, mais avec un projecteur sans aucun écran coloré. Donc, c'est la quête chez lui de l'immatériel. Comme par exemple, dans cette œuvre, dans ce type d'œuvre qu'il a réalisé à plusieurs reprises et dont il faut que je vous décrive
le processus d'appréhension. En fait, vous allez d'abord entrer dans un couloir qui va être en deux parties, que vous allez, enfin en deux mouvements plutôt, donc que vous allez aller dans un sens puis dans l'autre, et ce couloir, il est vraiment dans l'obscurité. C'est fait pour que votre regard se libère de toute contingence extérieure. Et vous allez arriver dans une salle, comme celle-ci par exemple. Et vous allez voir sur le mur du fond un monochrome d'une intensité extrême. Si vous vous approchez, vous allez découvrir qu'en fait, ce n'est pas le mur du fond, c'est une cloison découpée, mais que derrière cette cloison a été disposé des pigments, un pigment, pas des pigments, un pigment de couleur, et que, avec des tubes de néon de la même couleur, et que tout ça va irradier derrière cette cloison pour finalement vous donner l'illusion qu'à travers l'ouverture, il y a un tableau qui est accroché. C'est une expérience absolument étonnante, une expérience phénoménologique de la couleur, qui est tout à fait passionnante à faire et qu'à multiplier dans des formes différentes, comme par exemple ici, James Turrell, en nous invitant à pénétrer complètement dans un espace chromatique unique. Donc c'est des expériences sensorielles qu'il nous invite à faire, et dans les collections du FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine, il y a une œuvre de James Turrell qui réfère à un projet assez considérable qui s'appelle le Roden Crater Project, et qui est en fait dans un désert aux USA, mais c'est un projet, je crois, qui n'est pas encore complètement abouti, même si le projet date de longtemps, et qui est en fait une invitation à pénétrer dans un espace pour pouvoir, dans cet espace, admirer la voûte céleste et le ciel. Il y a eu de James Turrell, on a connu à un moment à Poitiers, dans un centre d'art, une installation assez phénoménale qui était une piscine, mais pas vraiment une piscine, c'était une construction dans laquelle on pouvait rentrer, mais il fallait effectivement se munir d'un maillot de bain, passer sous l'eau, et on débouchait à l'intérieur d'un carré qui ouvrait sur le ciel. C'était un moment assez exceptionnel. Evie Water. Dans cette qualité d'expérimentation phénoménologique, on pourrait dire, ou en tout cas sensorielle, on a le travail de cet Anglais, Anish Kapoor, qui va d'abord réaliser toute une série de travaux avec des pigments colorés et faire des pyramides, comme vous les voyez ici, donc la couleur pure, et puis qui va développer son travail sur des formes qui sont comme des moitiés de globe, on va dire, mais ovales, monochromes, et qui sont assez impressionnants dans la perception qu'on peut avoir de ces espaces. Anish Kapoor a été, en 2011, l'invité au Grand Palais d'une manifestation qui n'existe plus, qui s'appelait Monumenta. Tout à fait passionnante, puisqu'on donnait à l'artiste carte blanche pour réaliser une œuvre, et Anish Kapoor a réalisé une espèce d'énorme, mais vraiment énorme, ça occupait tout l'espace du Grand Palais, donc un énorme espace dans lequel on rentrait. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce sentiment de rentrer dans le corps, dans un corps vivant, en quelque sorte, et qui était un espace totalement monochrome, comme vous le voyez ici. Dans ces quêtes d'une couleur monochrome, vous avez
ce magnifique artiste qui s'appelle Wolfgang Gleb, d'origine autrichienne, et qui a développé tout un travail à partir de pigments naturels qu'il va lui-même récupérer à la petite cuillère dans des pots de verre, pour ensuite en créer des espaces, des plans plutôt que des espaces, des plans. Vous voyez, là, il est à l'œuvre de la création d'un espace avec des pollens de noisetier. Et c'est des pièces qui sont absolument fascinantes, parce qu'elles irradient complètement l'espace dans lequel elles sont présentées. Un autre artiste très important, Claude Ruteau, récemment décédé, qui lui a développé un travail assez singulier qu'il appelle définition-méthode, et qui est tout simplement fondé sur le principe une toile de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. Et donc c'est un travail sur la monochromie, bien entendu, et vous voyez, il réalise toutes sortes de situations comme celle-ci. Et il a aussi, par ailleurs, réalisé une œuvre très intéressante à l'église de Saint-Prin dans l'Isère, où il a joué encore sur ces questions de la monochromie, qui est évidemment une forme d'étape maximale de la couleur. Il y a comme cela beaucoup d'exemples. Je le dis parce que je suis très féru de circuler dans notre hexagone pour aller voir les situations qu'ont réalisées les artistes dans des configurations. Je pense à une église qui se trouve en Bretagne, je perds le nom de l'église, où Viala a fait des vitraux magnifiques. Et ici, vous voyez comment ces artistes jouent de la couleur. Et puis, nous terminons avec une artiste absolument étonnante aussi, qui a mené un travail d'une rigueur absolue, Aurélie Nemours, décédée il y a déjà peut-être bientôt 10 ans, et qui va réaliser des travaux de toutes sortes. Vous voyez ici, ce sont des sérigraphies qui sont dans les collections Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine, donc qui sont chez vous. Il ne faut pas hésiter à les emprunter à l'Artothèque pour les avoir chez soi et les vivre, parce que rien, évidemment, n'a d'autre mesure que de vivre l'œuvre au quotidien. Donc vous voyez ici ce travail d'Aurélie Nemours, qui est un travail qui en appelle à la question de la monochromie, de la géométrie, dans des configurations qui sont chaque fois très réglées, comme ces œuvres qui sont donc dans les collections de Frac Artothèque. Une personne qui était très passionnante, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois, parce que par-delà cette sorte de rigueur, ce sont des gens qui sont le plus souvent des gens très heureux dans la vie et qui sont très festifs, je dirais même. Et bien sûr, dans le travail, applique des règles, nous offre des images qui peuvent peut-être parfois être perçues comme rébarbatives, je peux le comprendre, mais qui, au contraire, parce qu'elles sont tenues par un discours très strict et qui sont en quête d'une certaine force d'esprit, ont évidemment fait l'économie de tout le bavardage narratif que d'autres œuvres, qui sont parfois tout aussi intéressantes, peuvent nous proposer. Je terminerai d'ailleurs avec Aurélie Nemours
et je vous suggérerais un jour de vous rendre dans cette commune de Mannes, des Alpes de Haute-Provence, pour aller y découvrir ce lieu qui, évidemment, sont des lieux qui incitent un peu à la contemplation, qui incitent un peu à une sorte d'introspection du visiteur, puisque ce sont des lieux qui sont chargés de spiritualité. Le prieuré de Salagon, donc, où Aurélie Nemours a réalisé toute une série de vitraux qui sont d'une beauté extrême et qui nous invitent donc à appréhender, mais vraiment pleinement, la question du monochrome. Question du monochrome et de l'abstraction, qui donc a une dette, c'est celle de Kandinsky, comme on l'a vu tout à l'heure, et je pense que la formule que nous propose ici Kandinsky, la couleur est la touche, l'œil, le marteau qui la frappe, l'âme, l'instrument aux 1000 cordes. L'artiste, lui, est la main qui, à l'aide de telle ou telle touche, obtient de l'âme la vibration juste. Je crois qu'il suffit de se retirer derrière cette pensée pour conclure. Merci beaucoup.